Les 410 salariés de la BN à Vertou sont inquiets. Trop d'incertitudes pèsent autour de la vente de leur usine. Adrien Godet. Les températures glaciales n'ont pas refroidi la mobilisation des salariés de l'usine BN. Organisée par une intersyndicale sur le parking visiteur de l'entreprise, l'Assemblée générale n'avait qu'un objectif, réclamer des informations précises sur l'avenir de l'usine. La direction ne répond pas aux questions qu'on leur pose sur les visiteurs qu'on a. On ne fait que nous dire qu'on suscite l'intérêt, mais sans nous confirmer la vente. Or, on ne peut pas faire visiter son site si on n'est pas en vente, surtout à des concurrents. Il faut qu'on soit partie intégrante, il faut qu'on soit acteur, c'est clair. On ne va pas être spectateur, on va être acteur. Cette entreprise est aussi la nôtre, il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Et qu'on ne laissera pas l'entreprise se faire dépecer. Parce qu'on voit bien que les actionnaires aujourd'hui ou les investisseurs sont plus intéressés par les marchés et les marques que par l'outil de travail et l'activité industrielle. Le groupe turc Yildiz, propriétaire des Choco BN, a déjà vendu la marque Delacre en octobre dernier. La perspective du même scénario pour le site de Vertou mobilise également des élus locaux. On est sur un patrimoine, on est sur une usine qui est là depuis toujours, c'est ce que je vous disais. Voilà, notre BN, c'est la biscuiterie nantaise, c'est un savoir-faire. J'ai été sensibilisée aussi par une moindre production. Donc il y a cette inquiétude-là qu'en fait on vide l'outil ou qu'on vide l'essence même de l'entreprise. Ce jeudi soir, les syndicats de l'usine ont pu faire part de leurs inquiétudes aux responsables de la région. À force de trop les utiliser, les antibiotiques vont devenir inefficaces. À Nantes, des professionnels tirent la sonnette d'alarme. Pour sauver l'efficacité des antibiotiques, il faut les utiliser à bon escient, moins longtemps. Il y a des alternatives, il y en a une qui est bien connue, c'est la vaccination. Mais il y aura probablement d'autres alternatives dans le futur. Le problème, c'est que ces autres alternatives, qu'elles soient synthétiques ou naturelles, on pourrait parler des phages qui sont des virus antibactériens, entre le moment où on les découvre et le moment où on peut les utiliser à large échelle chez l'homme, il se passe 10 à 15 ans, c'est le développement naturel d'un médicament. Et actuellement, la résistance galope, ça va très vite. Et le seul moyen qu'on ait trouvé pour ralentir cette résistance actuellement, c'est d'utiliser moins d'antibiotiques, en attendant d'éventuelles innovations. Il a franchi la ligne d'arrivée à 16h37 et 46 secondes précisément. Armel Lecléache est le grand vainqueur du Vendée Globe ce jeudi. Une arrivée sous le soleil dans la baie des Sables d'Olonne. Le skipper a bouclé son tour du monde en 74 jours, 3 heures et 35 minutes. Il améliore ainsi le record de François Gabard de près de 4 jours. Le FC Nantes continue sur sa belle lancée. Hier soir, les Canaries l'ont emporté face à Caen, 1-0. À chaque match, Sergio Conceição prend un peu plus ses aises sur le banc nantais. Et de son fauteuil, le Portugais a sans doute apprécié l'énergie déployée par Emiliano Sala. L'Argentin était dans tous les bons coups, à commencer par ce duel dès la 2e minute, gagné par le portier canet. Un peu plus tard, il adresse ce centre vers Guillaume Gillet. Le Belge manque son contrôle. Cette occasion ne donnera rien. Après l'heure de jeu, Aminarit trouve la transversale, mais Emiliano Sala est bien placé. Et même si sa tête plongeante n'est pas forcément un modèle du genre, il ouvre la marque. 1-0 pour Nantes. Caen, amorphe, est incapable de réagir et frôle même le 2-0 sur cette belle frappe de Thomasson, détournée par Vercoutre. Le score ne bougera pas. À défaut d'être flamboyants, les Canaries se sont une nouvelle fois montrés solides. Ils remontent à la 11e place de Ligue 1. On a on a le droit vraiment d'être content ce soir. Toute l'équipe a fait un travail fantastique et voilà, on est récompensé de nos efforts au quotidien. Au niveau collectif, on s'aperçoit qu'on peut faire des belles choses ensemble. Donc on joue bien ensemble, on s'est créé beaucoup plus d'occasions. Les Canaries font donc le plein de confiance avant de se mesurer à Paris. Ce sera samedi prochain à 17h à la Beaujoire. Ce mercredi soir, le Château des Ducs à Nantes organisait une nouvelle nocturne comme chaque mois depuis l'automne. Hier soir, c'est le théâtre universitaire qui proposait de la danse contemporaine dans les salles du musée. Benoît Balti. Masque bigarré, présence fantomatique. La nuit au château des Ducs de Bretagne, on croise de drôles de personnages. Professionnels ou étudiants, ces danseurs ont ajouté de l'insolite à la dernière nocturne du musée d'histoire de Nantes.
Il nous invite à découvrir le musée un peu différemment, à faire des correspondances entre leur mouvement et le monument, à suivre leur regard et du coup à découvrir tel détail architectural, tel objet. Et puis surtout, il donne aussi envie à des gens qui ne viendraient pas forcément de venir nous voir. Et attirer de nouveaux publics, c'est tout l'enjeu des Nocturnes au château. Un nouveau créneau proposé aux visiteurs une fois par mois, gratuitement, de 18h à 22h. Le concept a vu le jour en octobre dernier et c'est un succès. Entre 1500 et 2000 personnes viennent goûter l'ambiance nocturne des salles du musée. D'autant qu'on n'est pas seulement un musée, on est un château. Donc voilà, un château la nuit, c'est tout de suite toute l'imagination qui se met en route. Donc clairement, on a une vraie valeur ajoutée qui est proposée au public en nocturne. Ces nocturnes sont aussi l'occasion de nouer des partenariats avec d'autres acteurs culturels. Après la danse contemporaine proposée par le théâtre universitaire, la prochaine nocturne vibrera au son d'Hip Hop Session. Ce sera le 27 février prochain. Début 2011, il restait près de 35 000 lignes qui étaient à un niveau de débit insuffisant, de bas débit. Et le département, en lien avec le CIDELA, s'est engagé à couvrir une grande partie de ces zones. Alors on en est aujourd'hui à 163 zones qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle une montée en débit. La montée en débit, c'est quoi? C'est amener de la fibre optique, amener des nouveaux équipements, au plus près des villages, des bourgs, de façon à ce qu'autour, le réseau cuivre, qui va jusqu'à chez l'abonné, bénéficie d'un niveau de débit supérieur. On termine en ce début 2017 cette action, qui a représenté un investissement de 22 millions d'euros. Et on fait le bilan aujourd'hui que à peu près donc, 35 000 lignes, 75 000 personnes sont directement bénéficiaires de cette montée en débit. Il reste effectivement certaines zones d'ombre, des écarts, des hameaux, quelques dizaines de lignes ici et là, où après avoir étudié la situation, on a choisi de ne pas déployer la montée en débit parce qu'on arrivait à des niveaux de coûts rapporté à la prise qui était de plusieurs milliers d'euros. Pour ces personnes isolées, en effet, donc, nous proposons le kit satellite, donc il y a un forfait de 200 € maximum qui permet pour l'infrastructure, c'est-à-dire pour acheter le matériel. Et il y a aussi la possibilité par la téléphonie mobile 3G, 4G, de pouvoir aussi avoir Internet lorsqu'on est vraiment très isolé par rapport au déploiement de la fibre et du réseau. Sur 2016 jusqu'en 2020-2021, c'est 100 millions d'euros, un peu plus de 100 millions, avec bien sûr l'aide de l'État et l'aide de la région sur l'ensemble. Pour le département, c'est à peu près 60-65 millions. Donc c'est une part importante de ça. Et ça, c'est une première phase, puisqu'il y aura une deuxième phase aussi jusqu'en 2030, avec à peu près autant d'investissements. Au total, c'est de l'ordre de 300 millions, même si on va jusqu'en 2030. Donc c'est un investissement important. Et je crois que la fibre optique et ce réseau finalement optique est aussi important qu'on a eu l'électrification ou le rail ou la distribution de l'eau.